Bonsoir à tous et bienvenue sur C8 pour un nouveau voyage au bout de la nuit, une nouvelle soirée littéraire. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'émission, tous les soirs nous mettons tout en œuvre pour vous faire apprécier des ouvrages de la littérature française et parfois étrangère, ainsi que de temps en temps nous faisons des interviews d'auteurs contemporains. Ce soir je vais poursuivre la lecture de Matelot de Pierre Loti, peut-être un de ses romans les moins connus qui fait partie d'une trilogie de romans sur la mer. Louis-Marie Julien Viaud, de son vrai nom, est né à Rochefort en 1850 et mort le 10 juin 1923 à Hendaye. C'est un écrivain donc et officier de marine française. Pierre Loti, dont une grande partie de l'œuvre est d'inspiration autobiographique, s'est beaucoup nourri de ses voyages pour écrire ses romans. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, #VBN, ainsi que sur notre page Facebook Voyage au bout de la nuit. Je vais poursuivre la lecture et nous en étions au chapitre 23. Alors 23, c'est très curieux. Je pense qu'il voulait dire 33, mais ça a été mal noté. Donc c'est le chapitre 33 en réalité. Mon père, elle était adjudant de marine, mais il est retraité à présent. Répondait un autre soir, sous les mêmes tilleuls solitaires, la même jeune femme, voix grave. Et votre maman, vous avez aussi votre maman. Il lui parlait toujours comme un enfant, mais avec un respect absolu, sans un mot amoureux. Oh oui, et puis ma tante Mélanie, qui habite avec nous, le soir où nous revenions de la gare, elle était derrière moi avec un chapeau gris. Vous ne vous rappelez pas ? Après une minute de silence, elle reprit anxieuse, intimidée, abaissant ses yeux froncés et s'appliquant comme à une tâche utile à frapper l'un après l'autre de la pointe de son pied chacun de ses pavés, entourés d'herbes tristes. J'avais bien vu tout de suite, allez, que vous n'étiez pas un matelot comme les autres, monsieur Jean. Mon Dieu, en effet, peut-être que non. Pourtant, je ne vaux pas mieux que ça, je vous assure. Laissant planer un mystère autour de lui-même, il éludait ainsi chaque fois, par une phrase d'insouciance ou de bravade, tout ce qui semblait une question sur sa vie première. Alors, elle s'imaginait des choses de roman. Quelques enfants prodigues, quelques fils de grande famille obligés au silence. Chapitre 34. Maintenant, ils cheminaient à côté, l'un de l'autre, chaque soir, faisant semblant un trajet de 50 ou 60 mètres, jamais davantage. Dans le haut de cette même rue, sans fenêtre et sans passant, qui s'ouvrait silencieuse entre deux vieux jardins aux murs blanchis à la chaux. Au-dessus d'eux, les tilleuls de l'allée, boutonnés, fleurissaient, se hâtaient d'épaissir une voûte. Et les soirs se faisaient toujours plus longs et plus clairs, entraînés vers l'été par la marche du temps inexorablement rapide. Et l'avril s'avançait avec une précipitation qu'ils auraient voulu retenir. Mais ils ne souriaient guère, l'avril, à leur amour sans lendemain probable, qui n'avait toujours que ce cadre fermé et mélancolique et ne faisait jamais que cette même promenade à petits pas sur les pavés blancs, bordés d'herbes vertes. Et le ciel aussi restait sombre au-dessus de leur tête, fermé comme les trois décors terrestres, toujours pleins de nuées grises, d'où tombaient des pluies bruissantes sur les feuilles nouvelles. Ils avaient beau marcher lentement tous deux, même sous l'arrosage, des ondées qui font courir. Le bout de la rue était tout de suite atteint, interrompant leur causerie un peu incohérente, déjà assez coupée de silence. Je ne sais quoi de particulier et éphémère, particulièrement éphémère, semblait être mêlé à l'essence même de leur amour. De confuses menaces de faim et de mort et d'oubli planaient au-dessus. Jean, habitué, lui, à de plus gais printemps, dans sa Provence de lumière, recevait une étrange impression de cet avril frissonnant sans soleil, de cette verdure trop fraîche sous ce ciel trop noir.
où l'océan proche envoyait ses brises et ses grands nuages. Cette étape, dans cette petite ville, morne, lui rappelait par certains côtés de calme son séjour à Rhodes et les soirées où descendait pour lui, aux mêmes heures de pénombre et par des rues également blanches, une jeune fille grecque. Mais à présent, la mélancolie était différente, plus grise et surtout plus mêlée d'amour, infiniment plus mêlée d'amour. Il sentait un envahissement de lui-même encore inconnu et il s'y abandonnait avec son irréflexion d'enfant. Où allait-il ? Qu'est-ce qu'il lui voulait ? À cette petite Madeleine ? Il ne savait guère. Dès le second soir, il avait compris. Rien qu'à sa confiance absolue et à sa façon de regarder en face, quelle sorte de fille fière elle était. Et que jamais elle ne deviendrait sa maîtresse d'un printemps. L'épouser, il n'y songeait même pas. Par orgueil de race, d'éducation première, n'admettant point sa propre déchéance de situation et de fortune, étant devenu un matelot étrange à ses heures simples et rudes, autant que n'importe quel autre, s'amusant à l'occasion avec n'importe quelle créature dans n'importe quelle bouge, mais au fond, difficile comme un dandy, en fait, d'élégance féminine. Jamais il ne lui avait seulement touché la main, à 2 ou 3 pas de distance l'un de l'autre. Toujours par continuelle crainte, ils allaient, l'oreille inquiète et le regard au guet, se parlant tout bas, sans remuer les lèvres, mais se disant des choses que tout le monde eût pu entendre, et de si enfantines petites choses, et si adorablement vides de sens, qui ne les charmaient que par le son des voix. Et quand ils avaient atteint le bout de la rue, quand Madeleine lui avait jeté son gentil regard d'adieu, il s'appuyait contre un de ces arbres pour la voir s'éloigner, tourner et disparaître dans la rue ouvrière, plus populeuse et plus remuante, où elle habitait. Elle était jolie, même vue ainsi, par derrière et s'en allant. Sa taille, encore un peu frêle d'enfant, tout récemment grandie, était étroite comme un jonc, avec des épaules bien effacées. Une grâce saine et souple se dégageait de l'ampleur lente de ses mouvements. Dès qu'elle avait tourné ce coin de rue, il s'en allait, sentant sa vie finie jusqu'au lendemain soir et ne sachant plus que faire de lui-même. Alors il essayait de rentrer dans sa chambre et d'ouvrir ses cahiers de mathématiques, repris par un peu de raison, un peu d'inquiétude d'avenir. Mais est-ce qu'on travaille les soirs attiédis de printemps lorsqu'on a de l'amour dans la tête ? D'ailleurs, tout le tentait, sa liberté, sa solitude, jusqu'à ce costume civil acheté à cause d'elle. Ce costume qui facilitait les entreprises quelconques auprès de certaines belles empanachées, plus accessibles que Madeleine. Et généralement, il allait finir sa soirée dans les quartiers de plaisir, avec des chanteuses. Chapitre 35. Autrefois, du temps que mon père naviguait, du Cantetel, nous étions bien plus à notre aise qu'aujourd'hui, monsieur Jean. Mais dans la marine, vous savez, dès qu'on est retraité, c'est pourquoi, depuis l'an dernier, je vais à la couture. Qu'est-ce que vous voulez ? Me voilà petite ouvrière à présent. Et je vieillirai comme ça. C'est bien probable. Après avoir prononcé lentement cette dernière phrase hardie, qui était comme une interrogation posée à Jean sur ses projets vis-à-vis d'elle, devenue très rose, elle détourna la tête, attendant une réponse de lui qui ne vint pas. Ce qui ne manqua pas de venir, ce fut la pluie. Obstinée à attrister leur causerie furtive sur les feuilles neuves des tilleuls
On entendit quelque chose tambouriner à petits coups rapides avec un bruit d'arrosage sur du papier. Jean ne broncha pas, habitué à laisser mouiller son col bleu et son cou nu, toujours droit et insouciant sous les ondées. Mais elle ouvrit en hâte son parapluie et lui remarqua après ce gentil aveu de pauvreté qu'elle venait de faire, avec quel soin elle abritait son modeste chapeau, toujours le même, et ses gants, toujours les mêmes aussi, raccommodés bien proprement au bout de chaque toit. Alors il sentit en lui-même comme un élan de pitié et de tendresse subite pour ces pauvres petites choses à elle, dont il lui voyait prendre un soin si attentif. Et cet élan était un indice de tout le chemin que Madeleine avait déjà parcouru dans son âme, vers les régions profondes où les empreintes se gravent pour faire plus tard souffrir. « Et moi ?» dit-il d'une voix franche et gaie. « Est-ce que vous croyez que je suis riche, mademoiselle Madeleine ? » Autrefois, peut-être un peu, oui. Il est certain que j'ai été élevée dans une famille où on ne prévoyait pas de faire de moi un matelot que je suis devenue. Mais à présent, et il m'en raconta enfin à cette petite confidente, très attentive, son enfance heureuse, puis les examens manqués, la prise du grand col bleu, la vente de la maison d'Antibes, et sa mère exilée à présent à Brest, dans un logis pauvre. Et ce soir-là, Madeleine rentra chez elle, toute pénétrée d'une immense joie, douce, bien aisément. Elle avait fait le sacrifice de ses rêves de conte de fées sur le passé de son amie. Elle le sentait tellement plus près d'elle maintenant. La possibilité lui apparaissait pour la première fois, la possibilité radieuse de devenir sa femme, avec tout l'enchantement de l'avoir installée pour toujours au foyer, à la table familiale et dans certaines belles chambres du premier étage sur la rue que la tante Mélanie avait de tout temps promis de meubler pour le ménage à venir. Et ses inquiétudes de conscience s'en allaient aussi, ses remords de petite puritaine devant les rendez-vous du soir, aujourd'hui que tout s'éclairait d'une espérance honnête. Il avait conté son histoire, lui, dans un de ses mouvements irréfléchis, comme étaient tous les siens, et pas plus que tous les jours d'avant. L'idée de l'épouser ne lui était venue, quand il l'avait quittée avec un bon sourire, sur cette phrase. Un matelot et une ouvrière. Vous voyez, mademoiselle Madeleine, nous pouvons bien nous donner la main. Allez. Cependant, son attachement, son but pour cette singulière petite camarade si délicieuse à regarder continuer de l'envahir tout en prenant quelque chose de chaste et de tranquille, de presque immatériel, avec le respect absolu et la conscience des impossibilités. Il arrive ainsi que l'amour des sens vive et grandisse en dessous de l'amour de l'âme, dans une sorte de sommeil lourd jusqu'à ce qu'un rien l'éveille, un frôlement, une pensée dangereuse, un brusque espoir. Donc ils en venaient à s'aimer d'une également pure tendresse tous les deux. Elle ignorante des choses d'amour et lisant chaque soir sa Bible. Elle destinée à rester inutilement fraîche et jeune encore pendant quelques printemps pâles comme celui-ci. Puis à vieillir, elle se fanait dans l'enterrement tout de suite, dans l'enserrement monotone de ces mêmes rues et de ces mêmes murs. Lui gâté déjà par les baisers et les étreintes, ayant le monde pour habitation changeante, appelé à partir, peut-être demain, pour ne revenir jamais, et laisser son corps aux mers lointaines. Chapitre 36. Avril venait de finir, et mai commençait, voilé lui aussi, sombre, agité de vents marins ou de précoces orages. Le quartier désert de leur rendez-vous s'embaumait de la profusion des fleurs de tilleul, prêtes à tomber et à finir. Ils étaient déjà de vieux amis de 6 semaines. Ils faisaient des stations sous les arbres. Enhardi de ne jamais voir personne. Et lui, par coquetterie, osait à présent venir au matelot. Leurs entretiens s'allongeaient comme les crépuscules. Cependant,
des yeux et des oreilles invisibles, avait naturellement tout surpris, depuis bien des soirs, à l'atelier de couture. Les autres petits souriaient avec des mines singulières en regardant Madeleine. Et si ses parents n'avaient pas été informés encore, c'était miracle, car tous les voisins savaient. Un soir, Jean arrivait le premier comme toujours, aperçut un homme aux cheveux blonds grisonnants qui faisait les 100 pas et qui, après une minute d'hésitation, vint à lui. Il était droit et d'aspect militaire, boutonné dans une redingote, d'un certain drap bleu qui sentait la marine, évidemment, quelques mètres en retraite, s'étant fait de son uniforme d'autrefois un costume civil en enlevant les heures. Jean se souvenait vaguement d'avoir déjà entrevu ce visage un dimanche, dans la cour de la gare. Mais d'ailleurs, il aurait reconnu les sourcils froncés et les longs yeux roux, très ombrés, sous l'arcade du front que ce marin avait légué à sa fille, avec peut-être son caractère et son âme. Bien en face, ils se regardèrent, ayant tout de suite compris mutuellement qui ils étaient. « Ah, c'est vous !» dit l'homme d'un ton sombre et mauvais entre ses dents serrées. Pour toute réponse, Jean porta la main à son bonnet. Il se sentait désarmé, respectueux, presque soumis, presque filial, parce que c'était son père et qu'il avait les yeux pareils aux siens. « Allez-vous-en !» continua l'homme, toujours sombre, impératif, comme pour une manœuvre à bord, mais avec je ne sais quoi de subitement radouci, pourtant dans le regard. « Allez-vous-en. Ce soir, c'est moi qui la reconduirai. » Et Jean s'en alla sans un mot, après avoir ôté son bonnet très bas. Aucune haine n'avait jailli du croisement de leurs yeux, du heurt de leur volonté contraire. Chapitre 37. Le lendemain, à la réserve, dans le bureau du second, tous les quartiers maîtres de manœuvre venaient d'être appelés et rassemblés par un sergent d'armes. Ils avaient flairé de quoi il s'agissait. On demandait l'un d'eux pour aller de bonne volonté en Extrême-Orient et passer 1 ou 2 ans là-bas, à bord d'une petite canonnière appelée Gyptis, sur un de ces fleuves de l'intérieur qui se traînaient chaud et lourd, au soleil mortel. De suite, Jean sentit l'anxiété l'étreindre. C'était ce qui servait le mieux ses projets. Ce départ, finir là-bas son temps de service en faisant les économies nécessaires pour passer ensuite une année à Brest comme élève du cours d'hydrographie. Son devoir était de partir. Cependant, l'image de Madeleine s'étant présentée douloureusement à lui, il attendit avec remords. Il recula de faire la demande grave, espérant que quelque autre parlerait. Personne. Silence, intimidité où se mêlait un peu d'effroi. D'ailleurs, les matelots interrogés indirectement et en masse ne répondent jamais. « Moi, capitaine, je partirai, » dit-il enfin, tout bas et tremblant. « Vous, Bernie, cela vous va ?» répondit le second. « Soit. Sauf décision contraire de l'amiral, vous êtes désigné pour l'Extrême-Orient. » Et il le rappela pour ajouter ceci, qui était plus terrible que tout. « En fait, de permission, vous savez, je crois, bien que, et le ton signifiait nettement, vous n'en aurez pas, on a demandé cette désignation par urgence, et si je ne me trompe, vous partirez avec le détachement de demain pour Toulon. » Voilà, c'est ainsi que se termine donc cette lecture de Matelot de Pierre Loti. J'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, moi, oui. Et je vous souhaite à tous une très très bonne soirée en vous disant à la prochaine pour la prochaine lecture. À bientôt.